qui est vrai face au peuple congolais? L'opposition, la majorité ou bien la société civile, au moment où plusieurs questions s'invitent à la une, vous venez de les suivre, c'était bien le mardi que l'Assemblée nationale a adopté cette loi qui prévoit le référendum. Et aussi de l'autre côté, l'opposition prévoit de descendre ce vendredi, aller au moins visiter les élus nationaux pour leur dire ce que vous faites n'est pas dit tout à fait normal. Parce que le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait au moins faire que 2 ans. Et de l'autre côté, c'est bien l'église, l'ECC qui dit, oui, on peut réviser la Constitution, mais avant, allons-y à un dialogue inclusif où on doit se parler des questions importantes qui intéressent tout le peuple congolais. La question reste à savoir à qui profitent toutes ces querelles. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Vous nous suivez à partir de l'Ituri, c'est bien dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Bukavu avec cette maladie d'Ebola, où le gouvernement est en train de s'en charger pour trouver des solutions au plus vite possible. Nous recevons pour vous John Kolela, au cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir, cher Félix. C'est un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau encore pour la énième fois aujourd'hui et de partager sur les questions essentielles que vous venez d'évoquer. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous êtes bien, John Kolela? Pardon? Vous êtes bien, la santé? Oui, très bien en tout cas. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Même sur le plan moral et politique, il n'y a pas de soucis. Bon, c'est vrai que nous sommes des êtres humains. Des problèmes ne peuvent pas manquer, mais les problèmes qui sont surmontables et abordables pour vivre normalement. Comment vous abordez le sujet? D'abord, une question de John Kolela. Vous êtes pour la révision ou bien le changement de la Constitution? Je suis un peu dubitatif jusque-là parce que j'aimerais rester sincère. Il est vrai qu'une question sur la Constitution ne peut que diviser la société. Ah oui. Je ne connais pas un référendum ou une Constitution qui est passée à 100%. C'est pour vous dire que ce sont des grandes questions et les législateurs, même la société de manière générale, savaient très bien qu'il y a toujours dans la société des sujets qui peuvent diviser sérieusement la population ou bien les opinions pour ne pas diviser la population. Les opinions, et ce sont ces sujets pareils pour lesquels le référendum était nécessaire, c'était déjà prévu avant que ça n'arrive aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on veut changer la Constitution, que ça peut être une question taboue ou bien qui divise, non. L'essence d'être d'un référendum, c'est que la société est divisée, on veut maintenant départager les opinions divergentes. Mais comment Moi particulièrement, je suis Oui. pour le changement de la Constitution et pour des raisons évidentes que je pourrais évoquer ici le long de notre émission. Mais les autres pensent que la Constitution prévoit la révision, mais pas les changements. C'est normal qu'ils disent ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est Pourquoi? constitutionnel ou pas? Les changements et la révision, les deux sont constitutionnels. Je vais justifier ma réponse pour vous dire que dans aucune constitution du monde, on peut parler de changement directement. Mais on parle de manière indirecte à travers la souveraineté du peuple. L'essence d'être de ce mot-là, le peuple est souverain, veut dire quoi? Souverain dans quoi, le peuple? La souveraineté du peuple veut dire que au-dessus de moi, Constitution, sur les 229 articles, tout ce que moi, Constitution, je prévois, au-dessus de moi, il y a la norme supérieure qui est le peuple qui peut faire ce qu'il veut au moment venu. Donc le peuple est au-dessus de la Constitution. C'est ça qui veut dire la souveraineté du peuple. Là, vous évoquez l'article 5. L'article 5, évidemment. Mais là, on dit, ça ne parle pas de ça. On parle de la souveraineté du peuple lorsqu'il s'agit des élections, référendums, et aussi, ou bien indirectement, à travers les élus nationaux. Et si on parle de référendum, avec l'article 5, on dit de matières pour le référendum sont précises par rapport
à cet article où on dit, soit pour changer, déplacer la capitale, ces référendums-là, des matières sont précises. L'article 229 vous dit que la Constitution passe au référendum. L'article 229, la Constitution même dont nous sommes en train de parler, est passée après référendum et il est promulgué. L'article 229, c'est pour vous dire que d'abord, on peut appeler ça juste et coutume, toute constitution naît d'un référendum. Tous les pays du monde ont des constitutions qui sont nées à travers le référendum. Et le Congo ne peut pas faire exception. Donc, la constitution, c'est très bien que c'est la loi. C'est le droit des citoyens de se faire une constitution. Donc, la constitution ne pouvait pas parler de ce qui est au-dessus d'elle. Parce que ce qui revient à la souveraineté du peuple n'est pas du domaine même de la constitution, c'est au-dessus de la constitution. Voilà pourquoi on ne pouvait pas parler en détail de cette procédure-là dans la constitution qui est la norme inférieure. Une norme inférieure ne peut pas instruire une norme supérieure. La souveraineté du peuple est une norme supérieure. La constitution est les normes inférieures à la souveraineté du peuple. Alors, le fait de reconnaître dans la constitution que le peuple est souverain, point, veut dire que le peuple peut disposer ou décider de ce qu'il veut, qui peut même contredire l'ancienne constitution. Voilà pourquoi la constitution se remplace. Nous sommes partis de la première constitution qui est la loi fondamentale. Elle a été remplacée. La première constitution de la Première République a été remplacée. La deuxième constitution de la Deuxième République a été remplacée. Et la procédure reste la même partout. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que les droits du peuple doivent être limités à deux choses pour dire que pour faire le référendum, il ne s'agit que de ça et ça. Non, mais ça c'est faux. Le peuple peut disposer. Pourquoi vous ne l'avez pas fait au début de votre mandat? Vous avez entendu qu'à la fin, que vous puissiez brandir ça. Évidemment, c'est avec raison. Le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019. Oui. Mais donnez-lui le temps d'expérimenter ce qu'il a trouvé afin de trouver les failles pour les corriger. Vous ne pouvez pas dire qu'il fallait faire... Est-ce qu'il est écrit quelque part là qu'il faut faire les choses seulement au début? Non. C'est lorsqu'on a expérimenté. Mais dans les 5 ans, il n'a pas expérimenté, Tshisekedi. Il a expérimenté dans les 5 ans. Et quand est-ce qu'il a dit qu'il devrait changer la constitution? Ce n'est pas à la fin du mandat, c'est depuis 2024 au début. Mais pourquoi il n'a pas fait depuis longtemps? Mais parce que c'est un processus. Parce qu'il y a des exigences. Parce qu'il y a des préalables. Vous ne pouvez pas tout faire parce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il devrait mettre en place une commission des experts qui devraient étudier. D'ailleurs, lui-même n'a même pas dit qu'il devrait changer. Mais il a dit la possibilité soit de garder, soit de changer, soit de réviser. C'est après le résultat des experts qu'une position ou une option sera levée pour savoir ce qui serait fait. Alors, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf et accuser qu'il veut changer à la fin. Il a exprimé la volonté depuis 2024. 2024, mais ça ne fait pas au début à la fin du mandat. Vous montrez déjà votre souhait de le faire. Oui, avec l'adoption de cette loi. Évidemment, montrer le souhait, ce n'est ni infraction ni péché. C'est notre droit de réfléchir au moment venu et de faire ce que nous voulons. Parce que nous avons la possibilité et la Constitution nous donne le droit de le faire. Vous ne pouvez pas nous empêcher de faire ce que la Constitution nous donne comme droit de faire. Est-ce que la Constitution reconnaît le droit à la population de passer un référendum? Oui. Est-ce que la Constitution avec des matières précises, je viens de le dire là. Les matières précises, c'est toi qui les dis, mais moi je vous dis que les constitutions à travers le monde passent au référendum. Vous voulez changer quoi? Toutes les constitutions du monde passent à travers les référendums. La France aujourd'hui est à la 5e République. Comment est-elle arrivée? Le Congo, nous sommes à la 3e République aujourd'hui. Comment sommes-nous arrivés à la 3e? On devrait rester à la première. C'est-à-dire qu'il y a des constitutions qui sont changées et ce n'est pas la première fois. Et quelqu'un qui vous dit que le peuple n'a pas le droit de faire ou de refaire ce que lui-même avait déjà fait, par rapport à la théorie de l'acte contraire, qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous vous dites qu'on n'a pas le droit de le faire. La constitution actuelle est passée à travers un référendum. Pourquoi? Elle n'avait pas trouvé d'autres constitutions avant elle? Et comment sommes-nous arrivés à la constitution actuelle? Donc, ce sont des faux fuyants. Toutes les constitutions à travers le monde entier, je défie qui que ce soit, passent à travers la question référendaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal dans la Constitution? Une bonne question. On ne change pas une Constitution parce qu'elle est mauvaise. Il faut enlever ça de vos têtes. On ne change pas une Constitution parce qu'elle n'est pas meilleure. Une Constitution peut être bonne, peut être meilleure, mais avec l'évolution du temps, il peut y avoir des problèmes d'adaptation. Notre Constitution a été faite après une guerre. Le belligérant à majorité, un président non élu qui a promulgué cela, les parlementaires désignés par les différentes composantes, des mercenaires, tout ça.
Ce sont eux qui ont fait cette constitution-là. Ils ont fait tailler ça sur base de leur volonté et de leur vouloir. Au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution, le président Tshisekedi aussi a expérimenté. D'ailleurs, l'UDPS n'a pas exprimé sa volonté de changer la constitution quand nous sommes au pouvoir. Depuis 2006, moi, je ne m'étais pas enrôlé pour cela. On avait boycotté parce qu'on se disait que c'était une constitution qui venait de l'étranger. Pourquoi venir de l'étranger? Vous verrez qu'il y a de... Venir de l'étranger ne veut pas dire seulement que ce sont des étrangers qui ont pensé, qui l'ont rédigé là-bas. La constitution des étrangers veut dire aussi qu'il a donné beaucoup de bénéfices aux étrangers. Je vous donne les cas. Notre constitution accorde la nationalité congolaise à partir de l'indépendance. Pourquoi pas à partir de 1885? Quand on a pris à partir de l'indépendance, c'était pour favoriser ces étrangers-là, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de notre nationalité. Pourquoi on n'a pas reculé jusqu'à 1885? Parce que nous sommes déjà l'État indépendant en 1885. Pourquoi on a choisi la date de 1960? C'est parce qu'en 1960, il y avait des Rwandais qui étaient chez nous et eux aussi devraient bénéficier de cette nationalité. Et ça, vous ne tirez pas attention, c'est à peine que je viens de le parler, peut-être que vous êtes en train de réfléchir en ces moments. Donc c'est une constitution qui a bénéficié aux étrangers. Donc, je ne dis pas que la constitution n'est pas meilleure. Même une meilleure constitution, elle n'est pas parfaite. Nous devons l'adapter par rapport à l'évolution, par rapport à nos besoins. Nous sommes un pays, nous avons 9 pays voisins à côté de nous. Et parmi ces voisins, il y en a qui ont l'esprit hégémonique. Pourquoi dans notre constitution, on ne précise pas notre superficie? Pour mettre les choses de manière carrée, de sorte que ça ne puisse pas bouger. Il y a des choses à ajouter, il y a des choses à soustraire, il y a des choses à améliorer. Mais ça demande qu'il y ait une révision simple. C'est notre choix que nous allons faire à nous. Il y a des choses qui sont bloquées, verrouillées par l'article 220, mais qui nécessitent à être touchées. Comment vous allez les réviser si vous ne touchez pas aux choses? Est-ce que vous ne voulez pas aussi vous tracer le chemin comme Kabila l'a fait dans la Constitution? Ça, ce sont les intentions que les gens apportent, tout simplement. Nous avons la volonté de vouloir aider la République. Parce qu'on vous prête aussi des intentions de le faire parce que vous êtes fin mandat. Non, la volonté de changer la Constitution n'a pas commencé fin mandat. La volonté de changer la Constitution n'a pas commencé quand on a pris le pouvoir. Mais vous êtes intégré, hein, vous êtes intégré avec force et détermination. Depuis 2006, quand on disait qu'on changera la Constitution, on était fin mandat. En 2024, quand le président a dit le problème de commencer à changer la Constitution ou de réviser, il était fin mandat. Non. C'est-à-dire que notre volonté, il faut la commencer à partir de 2006, au moment où on a refusé de participer au référendum pour cela. Quelles sont les raisons évoquées par l'UDPS en son temps? Ce n'était pas fin mandat, ce n'était pas le 3e mandat qu'on cherchait, parce qu'on avait les idées. Non seulement l'UDPS. Quel est le parti, même de l'opposition aujourd'hui, qui n'a pas exprimé à un moment donné la volonté de changer la Constitution, de toucher? Le PPRD a manifesté la volonté en 2016. De réviser ou changer? Que ça soit révisé ou changé, tout le monde cherche à changer quelque chose. Vous l'avez barricadé la route. Hein, évidemment, pour des raisons évidentes. 2016, c'était une année électorale, ce n'était pas une année pour changer la Constitution, alors que les dés étaient déjà jetés. Nous étions devant une année électorale. Vous aussi, on est en train d'aller vers l'année électorale. Évidemment, nous sommes allés en train d'entrer dans l'année électorale, mais notre volonté de changer la Constitution ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est depuis longtemps. Êtes en train, on peut aussi vous intercaller par l'opposition, comme vous l'avez fait au temps du PPRD. Oui, nous ne sommes pas fait mandat jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2026, le fait mandat c'est en 2028, nous n'avons pas dit qu'en 2028 il n'y aura pas élection. On n'a pas dit qu'on va sauter jusqu'à présent. Tshisekedi l'a dit que dans la partie Est, il y a la guerre. Il a dit tant qu'il y en aura. Non, il ne faut pas changer les paroles du président. Non, il a dit... mais il a dit tant qu'il y en aura, tant que la guerre continue dans cette partie, il n'y aura pas moyen d'organiser des élections. C'est un cas de force majeure. Au moins c'est justifié, mais en 2016, rien n'est justifié. Mais il y a eu élection sans Bunagana en 2023. Attendez, j'aimerais que vous me laissiez le temps de parler pour donner des réponses c'est juste, évidemment, une manière de me relancer, je le sais. Il y a deux situations que vous pouvez comparer, mais comparaison n'est pas raison. Quand on dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans que les autres agglomérations ne soient récupérées, c'est compte tenu de l'impact de ces agglomérations-là dans le résultat. On peut aller aux élections sans Bunagana parce que Bunagana, c'est vrai, ce sont des Congolais, mais l'impact du nombre des électeurs qui sont là-bas sur l'ensemble du résultat, sur l'étendue nationale, ça peut représenter par exemple 0,003%. Vous voyez? C'est prenable. Même en 2011, on est allé aux élections sans certains coins. Même en 2023, même en 2018,
Il y a les endroits là où ils sont allés aux élections après 2 mois, comme dans les Massissi. C'est-à-dire que c'est le poids ou l'impact de l'élection de ce coin-là. Mais aujourd'hui, ce sont des grandes agglomérations qui peuvent avoisiner de 20% sur l'impact du résultat. C'est ça la différence. Il ne faut pas seulement comparer, il faut voir le poids démographique de ce qui est occupé aujourd'hui par rapport à ce qui a été occupé hier. 0,003% d'hier. Aujourd'hui, la partie occupée représente environ 20% de l'électorat. Ce poids-là peut impacter sur un candidat comme sur un autre. Donc la raison est valable aujourd'hui, mais cette raison n'était pas valable lors de Bunagana. Vous aimez trop vous donner des raisons, hein, d'évoquer, hein, de différencier. Non, il faut donner les raisons et laisser aux gens d'apprécier est-ce que la raison tient ou bien c'est un mensonge. Si j'ai menti, confondez-moi. Mais au moins, volonté d'organiser le référendum sans ces coins-là. Qui vous a dit qu'on va organiser les élections sans ces coins-là? Le chef de l'État a dit de mettre en place une équipe de réflexion. Le chef de l'État n'a pas dit qu'on va organiser les référendums si les conditions ne sont pas réunies. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nous interdire de réfléchir. Mais on peut se poser la question de savoir si les conditions sont réunies. De même qu'on ne peut pas organiser les élections sans ces coins-là, de même qu'on ne peut pas organiser les référendums. Mais après, lorsque nous allons récupérer notre pays, lorsque toutes les conditions... Parce que le référendum attend aussi qu'on puisse enrôler les gens, parce que ce n'est pas n'importe qui va aller voter. Ils font l'enrôlement, il y a la procédure à faire. Il y a des jeunes qui n'avaient pas autrefois 18 ans, aujourd'hui, dans 5 ans, les nouveaux majeurs, tout ça, il faut les enrôler. Donc c'est un processus. Il ne faut pas dire que parce qu'on a dit le débat sur le changement de la Constitution, c'est que demain, après-demain, on va déjà l'organiser vaille que vaille, sans tenir compte des conditions. Donc la réflexion n'est pas interdite, même si nous sommes en guerre, même si on n'a pas encore récupéré, mais c'est pour préparer de sorte que lorsque les choses seront arrangées, lorsque les conditions seront réunies, voilà ce que nous allons faire. Est-ce que le chemin sera facile pour vous? Au moment où l'opposition aujourd'hui, vous avez la ville morte, il prévoit déjà de descendre ce vendredi, au moins visiter le palais du peuple. Est-ce que ça sera facile? Moi, on m'a appris que facile? la vie n'est pas toujours facile sur la terre, il faut se battre. Nous sommes en train de nous battre. L'opposition va nous démontrer. L'essence d'être d'un référendum, c'est quoi? Oui. Les référendums organisent parce que la société est divisée. C'est parce que le législateur savait qu'il y a certaines questions qui peuvent diviser la population ou les opinions. Voilà pourquoi le référendum est prévu. Le référendum ne veut pas dire changer la Constitution. C'est quelle définition que vous avez? Le référendum veut dire demander au peuple pour savoir quelle est l'opinion qui est majoritaire par rapport à l'autre. On peut aller au référendum pour dire non. Si les non remportés, est-ce qu'on va changer? Le référendum, c'est une manière de départager les opinions. L'opposition n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va vous démontrer? Quel est l'arbitre qui va vous démontrer que l'opinion majoritaire est du côté de l'opposition ou du pouvoir? C'est à travers la question référendaire. Donc, si on n'était pas divisé, pourquoi on devrait passer au référendum? Si nous sommes tous d'accord sur une question, le référendum n'aura pas de sens. Parce que l'opposition... L'essence d'être d'un référendum, c'est de départager les opinions divergentes. L'opposition dit que vous faites toutes les choses par forcing. Non, ce n'est pas par forcing, il y a des lois du pays. Vous ne voulez pas écouter, hein, la voix minoritaire. La voix de la minorité? Oui. Nous l'écoutons, mais la minorité doit avoir raison. La minorité ne doit pas nous imposer aussi sa volonté. Nous sommes la population. La voix de Fayoulou compte 1. Ma voix compte 1. La voix de Sestanga compte 1. La tienne compte 1. Maintenant, on doit nous départager. Il n'est pas dit que si Fayoulou parle, il parle au nom de tous les Congolais, les 120 millions que nous sommes. Il ne parle que pour lui-même. Maintenant, pour savoir que c'est l'opinion de Fayoulou qui est majoritaire, il faut qu'il y ait un arbitre qui doit nous départager, c'est les référendums. Allons-y au référendum pour qu'on démontre que Fayoulou avait raison ou avait tort. Ce référendum, ça ne sera pas un référendum juste pour montrer à la face du monde que le peuple veut partager, parce qu'on vous accuse les élections de 2023 mal organisées et l'opposition ne vous donne aucun espoir de bien faire les choses. Dans ces cas-là, qu'il nous amène Jésus pour organiser les élections, parce que Jésus ne sera pas corruptible. Nous, on fait les élections, on estime qu'on fait bien. Il revient à l'opposition de mettre en place des garde-fous pour se protéger aussi. Ce n'est pas à nous de faire le rôle de l'opposition. Si l'opposition n'est pas à mesure de se protéger, on est passé aux élections en 2023. En quoi ces élections étaient mauvaises? L'Église catholique était là comme observateur. Organisé pendant une semaine, des élections. Les gens, c'est là où les Congolais ont un problème sérieux. L'être humain congolais est à refaire. Mais c'est une vérité. Ce n'est pas une vérité. Les élections ont été organisées une vérité mal pendant placée. Une semaine. Non, écoutez, c'est ce qu'est dit la loi. Oui. Lisez la loi électorale. La loi électorale dit que l'élection
Le vote, pas l'élection même, les votes doit commencer de 7h jusqu'à 18h. Oui. Mais on n'interdit pas dans un bureau, si le vote n'a pas eu lieu, de le refaire un autre jour. Il n'y a pas un seul bureau qui a ouvert 7 jours, aujourd'hui, demain, après-demain, le même bureau, non. Il y a eu 2 bureaux qui ont ouvert après le premier jour, mais pour des raisons évidentes, parce que par exemple les machines étaient incendiées, parce que la population avait attaqué le personnel. Ces bureaux-là, si on a incendié le bureau par la population, le temps de chercher d'autres machines pour les acheminer, ça peut prendre 2 ou 3 jours. Quand les machines arrivent, on organise pour faciliter à ce que chaque citoyen puisse se prononcer. Cela ne veut pas dire que le bureau-là a ouvert pendant 7 jours de suite. Chaque bureau a droit d'ouvrir un jour pendant de 7h à 18h pour le vote. Mais les autres opérations, pour suivre aussi, ça va au-delà d'un jour. Oui. Mais c'est le vote qui part de 16h, si c'est 7h, jusqu'à 18h. Mais c'est un seul jour. C'est un seul jour. Oui. Mais le comptage, le dépouillement, ce n'est pas le vote. Non, mais on a vu d'autres personnes aller voter à évidemment, deuxième, troisième, quatrième jour. Pas dans un même bureau. Un bureau qui ouvre, nous avons le bureau A. Ah oui. Il ouvre le 20. Il ferme le 20. Mais le bureau B, quand il a ouvert le 20, on a incendié. Le 21, il n'a pas ouvert. Le 22, il n'a pas ouvert. En attendant qu'on lui amène d'autres machines. Le 25, il ouvre. Vous allez dire qu'il a voté pendant 7 jours? Ce jour-là, il n'a pas ouvert en attendant qu'on lui apporte le matériel, le bulletin pour qu'il ouvre dans un seul jour. Donc, il n'y a pas un bureau qui a ouvert pendant 7 jours, mais le vote s'est passé pendant 7 jours dans différents bureaux, chacun selon son jour qu'il a ouvert, compte tenu des réalités du terrain. Et la CNIC, elle a fait ça pendant 7 jours. C'était pour aider la population, les citoyens à s'acquitter de leurs droits. Les citoyens qui ont brûlé des machines, qui ont tué les agents de la CNI, qui ont saccagé des choses. Mais la CNIC fait beaucoup d'efforts pour amener d'autres machines et permettre à la population de voter, non pas durant 7 jours, mais au courant de 7 jours pendant une journée. C'est normal. Ça, c'est reconnu par la loi. Donc, il n'y a pas des élections telles qu'on les accuse là. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition vous fait peur? Aucune peur. Il n'y a pas de raison de se faire peur. Nous sommes des citoyens de la République. Se faire peur, pourquoi? Même nous, quand on est de l'opposition. Vous n'avez pas vu leur message de la ville morte? Le message de la ville morte, elle est normale. Mais le problème, c'est d'intimider la population et de propager la haine et des tueries. C'est ce qui est mauvais. Qui a intimidé? Il y a je n'aimerais pas donner de l'importance à des individus qui ne méritent pas. Moi, je parle de l'opposition dans son ensemble. Vous avez vu ces messages-là. Si je cite les noms des individus, c'est de leur accorder une importance qu'ils ne méritent pas. Mais au moins, le peuple a obéi. Je ne sais pas ce que toi, tu as vu sur terrain. Moi, j'étais sur terrain. Le peuple n'a pas obéi. Une ville morte, c'est-à-dire rester à la maison. Même eux-mêmes, les opposants, ils vous disent que j'ai quitté de tel point à tel point. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la route. La population n'a pas obéi. Et vous allez parler peut-être que non, la circulation, oui, il y a des heures creuses au courant. Même aujourd'hui, il y a les temps des heures creuses et les temps des heures de pointe. C'est normal qu'il y ait certaines heures où il n'y a pas assez de circulation. À d'autres, il y a de grandes circulations. Tous les jours, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand je venais ici, il y avait l'embouteillage. Mais le matin, quand je passais par ici, il n'y en avait pas à 11 heures. Mais la journée, les magasins ont ouvert, les élèves sont allés à l'école, nous sommes allés au travail. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce jour-là? John Kolela, qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait que vous voulez encore donner un autre mandat à Tshisekedi? Moi, je ne change pas la Constitution pour donner un autre mandat à Tshisekedi d'abord. Je vais changer la Constitution parce que je veux que l'État soit bien organisé. Après chaque cycle... On ne change pas d'abord, oui. la Constitution pour un seul individu, comme pense l'opposition. Évidemment. Et qui veut changer la Constitution pour un individu? On voulait tracer, vous, ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qu'eux disent. Ils peuvent le démontrer, le prouver. Ils ne peuvent pas le prouver. Nous changeons la Constitution, les raisons sont multiples. Nous voulons le changement de la Constitution pour réorganiser l'État. La Constitution, c'est l'organisation de l'État pour le bon fonctionnement des institutions. Et quand Tshisekedi a expérimenté durant 5 ans, à sa 6e année, il a dit qu'à partir de l'expérience passée, voilà ce que nous pouvons corriger. C'est normal, il y a des raisons. Après chaque cycle électoral, nous perdons plus ou moins 7 à 8 mois. Vous savez pourquoi? C'est parce que le régime dans lequel nous sommes ne permet pas qu'on puisse avoir des institutions avant 7 mois. Après l'élection du président,
il faut attendre plus ou moins 2 mois de proclamation des résultats provisoires par la CENI. Parce qu'on nous exige, avant de mettre en place le gouvernement, qu'on connaisse la majorité. Pour connaître la majorité, il faut attendre que les parlementaires soient en ordre. La CENI vous prend 2 mois pour proclamer les résultats. La Cour constitutionnelle vous prend 2 mois pour donner les résultats définitifs. Ça fait 4 mois. L'informateur vous prend 2 mois pour désigner la majorité. Le temps de désigner le Premier ministre. Quand le Premier ministre est désigné, le temps de former son gouvernement. Tout ça, ce sont des temps perdus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime qui exige à ce qu'il y ait une majorité dans laquelle on va puiser le gouvernement. Et si on dit non, au lieu de perdre ces 7 mois-là, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? Ça, c'est de 1. 2. Nous sommes un pays qui cherche son développement, un pays pauvre. Nous avons un parlement bicaméral. Quel est le rôle d'être du Sénat? Faire la deuxième lecture, corriger les fautes d'orthographe et les virgules? Toute une institution qui nous consomme pour ça? Et si on se dit que non, les enfants n'ont pas d'école, les enseignants ne sont pas bien payés, peut-être que l'argent qui devrait aller au fonctionnement de deuxième institution, deuxième chambre, peut servir à autre chose, même avoir une planification de chaque ville. Est-ce qu'on a mal fait? Nous sommes ici avec vous. C'est depuis 2006 que les assemblées provinciales existent. Tu peux me donner aujourd'hui l'apport des assemblées provinciales dans nos provinces? À part entretenir le conflit entre gouvernements provinciaux et assemblées? Quel est l'apport aujourd'hui? On peut dire que non, grâce aux assemblées provinciales, voilà ce que la République a bénéficié. Ne trouvez-vous pas que ce sont des institutions budgétivores? Je vous ai démontré qu'il n'y a pas de superficie dans notre pays, dans notre constitution de notre pays, alors que nous avons les voisins hégémoniques. Il y a autant de raisons. Nous pouvons parler aussi même de l'article 217 dont certains minimisent que non, ça se trouve dans d'autres constitutions, même ailleurs. Oui, quelque chose peut se trouver ailleurs, ça fonctionne normalement, mais chez vous, à cause des forces de résistance internes, ça devient un problème. Parce que nous avons des voisins qui ont des propensions hégémoniques. Est-ce que un jour, si on a un président faible, il ne pourra pas, à travers cette disposition-là, sacrifier les terres ou la souveraineté facilement? Et c'est dit, moi, parce qu'on est trop attaqué dans le Rwanda, dans le cadre de la paix africaine, dans le cadre de la SADC, nous vous accordons cette souveraineté pendant 55 ans. Il y a des réalités. Tout ce qui est résolution en Zambie ne sera pas solution au Congo. Ce qui était solution au Congo en 1960 peut ne pas être solution en 2026. Donc, c'est compte tenu des forces de résistance internes et externes qu'on peut s'étaler une constitution sur mesure de sa population. Et jusque-là, le chef de l'État n'a pas dit qu'il va changer. Il a dit que réfléchissons. On ne peut pas nous interdire de réfléchir. Mais on connaît comment ça va se terminer. Ça se terminera comment selon vous? À travers le comportement, les agissements de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont déterminés déjà. Ils ne veulent même pas qu'on parle Vous de la ne pouvez révision. pas nous empêcher d'avoir notre opinion. Mais on ne vous empêche pas. Mais faites les choses contenues en respectant la loi. Quel est l'article ou la disposition d'une loi quelconque qu'on n'a pas respectée? Que ce soit constitution ou une loi. Jusque-là, dans ce que nous sommes en train de faire. Il ne suffit pas de dire respecter la loi, comme si on ne la respectait pas. Et maintenant, si on vous demandait quelles sont les dispositions qui sont violées dans notre procédure, de faire la loi référendaire, ce n'est pas notre droit, c'est violer la loi. De changer même la constitution, c'est faire un coup d'État. Si changer la constitution était un coup d'État, sur la tête de qui? Qui a fait le coup d'État? Le peuple ou bien le pouvoir? Parce que celui qui change la constitution, ce n'est pas le président. Celui qui change la constitution, ce n'est pas les partis politiques, c'est le peuple. Maintenant, si changer la constitution est un coup d'État, qui est auteur du coup d'État? Voilà les intellectuels que vous avez de l'autre côté qui vous embrouillent pour rien. Ils vous disent que changer la constitution est un coup d'État. Qui est l'auteur du coup d'État si celui qui change la constitution, c'est le peuple à travers les référendums? 1. 2. Ils vous disent que pour changer la constitution, il faut qu'il y ait un coup d'État, qu'il y ait une révolution. Donc, pour eux, dans leur tête, un rebelle a plus de souveraineté que le peuple. Un rebelle peut changer la constitution. Il vient seul par sa propre volonté, il change. Le peuple souverain n'a pas le droit de changer. Maintenant, entre le peuple et le rebelle qui a le droit de changer la constitution, qui est souverain? C'est ce qu'ils disent, non? Ils disent que non, seulement s'il y a une rébellion, en cas d'une rébellion, celui qui vient, qui ne veut pas de l'ancienne constitution, une ancienne constitution votée par le peuple. La constitution n'est pas votée par celui qui va partir. La constitution est votée par le peuple. Mais ils estiment, selon eux, selon ce qu'ils ont appris à l'école, que le rebelle a la capacité de changer une constitution. Le peuple souverain n'a pas ce droit-là. On est dans quel monde?
Maintenant, je leur pose la question entre le peuple et les rebelles qui a la possibilité, qui est souverain? Parce que pour moi, le peuple, c'est celui qui est souverain. Et la souveraineté veut dire que le peuple peut disposer autrement que ce que dit la Constitution. Le peuple a le droit de changer la Constitution. Le peuple a le droit de tout changer. Même l'article 220 n'interdit pas au peuple de changer. L'article 220 interdit aux politiciens de réviser. Parce que la révision est un droit des politiciens au Parlement. Ils peuvent réviser. Mais changer, c'est un droit du peuple. L'article 220 n'interdit pas le peuple. Il interdit aux politiciens de faire leur propre volonté sans le peuple. C'est ça l'essence d'être de l'article 220. C'est-à-dire vous faites avec le peuple. Ce qui doit être fait avec le peuple n'est pas interdit. Parce que c'est le peuple, les souverains primés, qui décident en dernier ressort. L'article 220 interdit la révision, n'interdit pas les changements. La révision, c'est les politiciens. La majorité peut se réunir pour réviser. Mais le changement, c'est le peuple, les souverains primés. Le peuple n'est pas interdit. Est-ce que c'est le temps de le faire, John C'est Paul discutable. là, Voilà pourquoi les chefs de l'État... Le temps et Oui. les contestes, est-ce que ça permet de le faire? Au moment où vous avez parlé, une grande partie de notre pays est occupée. Comment ils vont aussi aller au référendum? Oui, la question mérite d'être posée. Oh. Voilà pourquoi on parle de réfléchir. En réfléchissant, on ne réfléchit pas seulement sur la Constitution. On réfléchit sur tous les aspects de ces changements. Est-ce que c'est le moment? Toutes les questions seront posées et répondues par des gens, par des experts. Et personne n'a dit qu'on va aller au référendum, vaille qui vaille. On n'a pas dit qu'on va aller aujourd'hui, on va aller demain. Mais nous disons, réfléchissons. La réflexion n'a pas de limite. Et sur le contenu, et sur la Constitution, et sur le temps. Toutes ces questions-là font partie de la réflexion. Et le chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas dit qu'on va réviser demain. Parce que le processus n'a même pas encore commencé. Je vous ai parlé ici tantôt, il faut qu'on enrôle les gens. Il faut qu'on sache qui est qui. Il faut qu'on nettoie les fichiers électoraux. Ça va prendre du temps. Et en même temps, dites-moi qui n'a pas dit qu'il faut changer, toucher la Constitution? Nanga vous a parlé du fédéralisme. Comment on va aller au fédéralisme si on n'a pas touché, si on n'a pas changé? Donc lui, Nanga, en tant que rebelle, a le droit de changer, d'aller au fédéralisme. Nous n'en avons pas. Fayoulou, il avait dit, au moment de la Mouka, que s'il prend le pouvoir, il fera 2 ans. La durée du mandat n'est pas de 2 ans, c'est 5 ans. Son propre congrès avait abouti à toucher à faire des réformes. C'est Sanga, la même chose. Moïse Katumbi, la même chose. PPRD, depuis 2016, avait des volontés de changer. On a besoin que chacun qui avait besoin de faire les réformes, de nous amener ses idées. Mais vous ne voulez pas. On ne veut pas quoi? Vous ne voulez pas les approcher. Non, les approcher, vous comprenez mal le président, bien vous l'interprétez mal. Le président n'a pas refusé d'approcher les fils d'une fils du pays. Mais il a dit qu'on ne peut pas les approcher en ce moment, nous sommes en guerre. Finissons-en avec l'ennemi, restons parler entre nous. C'est pourquoi je vous dis que c'est un processus. Beaucoup de gens ne prennent pas les choses de la manière qu'il fallait. Le président n'a pas refusé les dialogues jusqu'à présent. Mais comment on va finir là, avec la guerre au moment où au sein, ou bien au pays, nous sommes divisés? Non. Une maison qui est forte et non, plus c'est question que terminer la guerre, forte. C'est question de conscience et de patriotisme. Vous ne pouvez pas attendre pour soutenir votre pays que le président vous appelle dans un dialogue. Ça, c'est automatique pour les bons citoyens. Un bon citoyen n'attendra pas que le président l'invite dans un dialogue pour qu'il puisse soutenir son pays contre l'agression. Non. Et vous, un bandit entre dans votre maison, vous étiez en train de battre avec votre femme, vous dites d'abord, venez d'abord, on s'assoit, on termine nos problèmes en interne, maintenant on va combattre les bandits. On commence par combattre les bandits. C'est quand ils vont partir que vous allez finir vos affaires. Lorsque vous allez vous mettre à causer là-bas les bandits à l'intérieur de la maison, c'est pour qu'ils vous tuent ou quoi? Le dialogue, c'est à quel moment? C'est les dialogues internes, non? Comment les dialogues? C'est lorsque nous allons inviter Fayoulou qui va nous donner la stratégie militaire pour aller tuer les rebelles. C'est Fayoulou qui va nous donner ça. Non, à ce moment, nous avons besoin de la cohésion automatique. On chasse l'agresseur. Maintenant, entre nous, on va se mettre autour d'une table, parler des questions. Comment vous allez faire la cohésion automatique? Vous condamnez les autres. Certains sont à l'exil. Ici au Congo, vous barricadez des routes aux autres de manifester librement. Qui est-ce qu'on a barricadé? Je commence par la dernière. À qui on a barricadé la route? Kabound. Dernièrement, il était vers quand... je me rappelle quand le camp là où on l'a jeté une pierre à la tête. Qui l'a barricadé? Mais c'est la police. Non, c'est la loi. Que dit la loi pour faire une manifestation? Informer aux autorités. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a affaire à informer. Non. Non, il ne faut pas défier la loi. Il ne faut pas dire que c'est la police, c'est le pouvoir. Non. La loi a déjà tout tracé.
Lorsque vous violez la loi et qu'on vous interdit de violer la loi, ne condamnez pas celui qui vous interdit de violer la loi. Sinon, ça sera la jungle. Nous sommes une république. On a la route à quelqu'un. Les exilés, Oui. c'est celle qui connaît ou bien c'est Loubaya? Bah, ils sont nombreux. Loubaya est exilé Ils par sont qui? nombreux. Il y Non. a des Franck Diongo, Attendez. il y a des Les Franck gens qui Diongo, commettent des il y a des infractions. Wemba. Au juste, l'état de droit, ce n'est pas l'impunité. Ne confondez pas l'état de droit. Mais C'est-à-dire que l'opposition quelle cherche- infraction ont-ils commises? Mais qui les a demandé de partir? Parce qu'ils étaient sous menace. Menace de quoi? Être interpellé par la justice, c'est une menace. Moi, chez moi, si la justice m'interpelle, je serais fier de dire que non, je dois aller répondre. La justice n'est pas là que seulement pour condamner. La justice est là aussi pour laver. C'est Moïse Katumbi qui fait l'aéroport et puis il fuit. Vous estimez que c'est le pouvoir qui l'a fait fuir? Un citoyen qui construit l'aéroport, l'aérodrome, quand on découvre, on estime que c'est l'État qui a tort. C'est Kabila qui a fui par la brousse. Plusieurs années plus tard, quand on découvre avec le procès, c'est l'État qui lui a demandé de partir. Il est parti étudier, non? Il n'a pas été exilé. Sa femme avait parlé. Mais au moins, vous l'avez condamné. On condamne ceux-là qui ont commis les infractions. La loi reste la loi. C'est la loi qui condamne, ce n'est pas le pouvoir. Que dit la loi lorsque vous prenez les armes contre votre pays? L'article 64. Dans toute la Constitution, il n'y a pas une disposition qui protège les chefs de l'État plus que l'article 64. L'article 64 dit que nous avons le devoir de combattre tout individu qui prend le pouvoir par la force. Le président Félix n'a pas pris le pouvoir par la force, il n'exerce pas en violation, donc il est protégé par l'alinéa premier et l'alinéa deuxième. La personne qui prend le pouvoir par la force, c'est Nanga. À travers les armes et la force en tuant, parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement être chef de l'État. Ne confondez pas ça. Le pouvoir, c'est à tous les niveaux. Même un chef d'avenir a le pouvoir, non? À son niveau. Ah oui. Un chef de quartier a le pouvoir. Un juge a le pouvoir. Un député a le pouvoir. Quiconque prend tous ces pouvoirs-là par la force et l'exerce en violation doit être... Nous devrons le combattre. Nanga, il est là-bas. Il a pris le pouvoir par la force. Sur base de quelle constitution il nomme les maires, les gouverneurs là-bas? C'est en violation de la Constitution. Donc la personne sur qui l'article 64 doit s'appliquer, c'est la rébellion et Corneille Nangaa. Ce n'est pas de ces côtés où tout est en ordre. Donc moi je crois que l'opposition doit bien lire les choses. Celui qui commet l'infraction, on le condamne. Vous ne pouvez pas condamner votre pouvoir parce qu'on condamne celui qui a commis parce que la loi est là pour ça. Kabila a pris les armes. Il a tué nos propres frères et il continue à les tuer. Si on les condamne aussi, ne dites pas que vous êtes en train de condamner. L'opposition, ce n'est pas une blanchisserie. L'opposition ne veut pas dire le droit de commettre les infractions sans être impliqué. Lorsqu'on est muselé, on cède et on part. Non, c'est un jeu politique. Ils ne sont pas muselés. Fayoulou est là depuis lors. Parce qu'il n'a pas commis d'infraction, qu'il a arrêté. Non, il Fayoulou est avec vous. Malgré peut-être qu'il fait le beau jeu d'être à l'opposition. C'est ça qui est avec nous aussi. Tous les opposants qui sont ici, ils sont avec nous. Ne confondez pas, la Constitution elle-même reconnaît l'opposition, mais ne reconnaît pas la rébellion. Celui qui fait la rébellion viole déjà la Constitution entière, mais il vous demande de respecter la Constitution. Quelle est la disposition de la Constitution qui donne le droit de faire la rébellion? Le premier violeur de la Constitution, il veut vous donner les notions de respect de la Constitution. Le monde à l'envers. Le monde en l'envers. Aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de l'ECC. Oui, on peut aller réviser, mais avant tout, un dialogue inclusif. Je crois que l'ECC n'a pas tort. Et le président n'a jamais dit le contraire. Le président, en disant qu'il faut mettre les experts, c'est pour voir tout le contour, y compris ces dialogues-là. Les experts vous diront que oui. Par exemple, il y a 3 cas. Le premier cas, on ne touche à rien, la Constitution, elle est bonne, elle est parfaite. On la laisse, non? Les experts peuvent dire que non, la Constitution, elle est bonne à 90%. Nous pouvons toucher 5 ou 6 articles par révision. On révise, on ne va pas toucher les autres. Les experts peuvent vous dire que non, la Constitution à ce niveau, avec les dispositions intangibles qu'il faut toucher, il faut changer carrément pour qu'on puisse avoir la possibilité de les toucher. C'est le résultat des experts. Ces mêmes experts-là vous diront que non, les conditions actuelles ne permettent pas. Faites un effort, donnez d'abord la paix avant qu'on y aille. Les experts diront ça. Les experts nous diront que non, c'est vrai que nous pouvons changer la Constitution, mais le préalable, c'est qu'il faut d'abord réunir les gens autour d'une même table.
Tout ça, ça sera fait au moment venu. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Au jour d'aujourd'hui, on sent que c'est comme si le pouvoir n'a pas besoin d'organiser, c'est le dialogue. Non, le dialogue dont on veut organiser pour oui. changer la constitution n'a rien à voir avec les dialogues dont cherchent les opposants. Et les opposants sont en déphasage. Ils cherchent les dialogues pour mettre fin à la guerre d'agression. Vous imaginez? Ils viendront avec un cahier de charges pour mettre fin à la guerre d'agression. C'est-à-dire que si on prend Fayoulou, on les met là-bas, on prend Kabound et ils vont nous donner les stratégies militaires. Est-ce que ce n'est pas aussi une part de solution? Non, attendez. Comment est-ce qu'elle va aller imposer le résultat du dialogue à Paul Kagame? Parce que c'est Paul Kagame et le Rwanda qui nous agressent. Quand nous allons nous réunir entre nous, les résolutions que nous allons prendre, on les impose comment à Paul Kagame pour Mais on attaque l'ennemi. L'ennemi, c'est l'armée qui fait son travail pour l'attaquer et le gouvernement travaille. Mais lorsqu'on est unis ensemble, on peut le faire. Mais pour être unis, faut-il qu'on vienne vous cajoler? Pour défendre la République, vous dites que non, vous allez défendre l'ennemi. Si vous défendez l'ennemi, vous êtes ennemi de la République. Ici, il n'y a pas question de table ronde pour se mettre ensemble. Non, ici, c'est de manière d'abord automatique. Les autres questions qui nous concernent, nous, Congolais, en interne, c'est un dialogue inter-congolais. Entre nous, ces questions-là seront traitées quand il y a la paix sur l'étendue du pays. Maintenant, on peut venir. Mais vous ne voulez pas des autres Congolais. Hein? Qui ne veut pas d'eux? Le chef l'a dit. S'ils partent le chef l'a dit. Oui, qui ne veut pas des autres Congolais. Oui, on peut parler du dialogue, mais il y a des règles à respecter. Oui, il y a des règles à respecter. Qui doit y participer et qui ne doit pas. Les traîtres, vous voulez qu'on parle avec le traître? Ils sont là en train de chanter à l'œil nu, devant la presse, à féliciter l'agresseur. Et vous voulez qu'on partage avec eux sur quoi? Vous ne pensez pas que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui ont trahi ce pays qui sont là et qui ont été pardonnés? Je ne suis pas là pour donner les qualités aux uns et aux autres. Non, je n'ai pas dit de qualité. C'est pour qui la justice a démontré noir sur blanc et a condamné. Ils ont les cachés. Ils ont les cachés. Je ne parle pas de soupçons. Je ne parle pas de rumeurs. Mais pour les individus, congolais soient-ils, dont la justice a déjà tranché, vous voulez que je les qualifie de qui? Là, ce n'est pas présumé. Là, c'est confirmé. Le cas de Nanga, c'est confirmé. Il est là, nous le voyons. Le cas de Kabila, c'est confirmé. Le cas de Henri Magie, les autres, c'est confirmé. Des choses qui sont confirmées par la justice, moi, je ne peux pas les nier. Alors, pour les Congolais de mauvaise qualité, qui sont déjà partis de l'autre côté, et ce n'est pas la première fois, ils l'ont fait depuis longtemps, on ne le savait pas. Est-ce que vous savez que notre armée a été détruite volontairement par ces gens-là? Est-ce que vous savez que durant 10 ans, notre armée n'avait ni école ouverte, ni centre de formation, ni centre d'instruction ouverte? Tout était fermé. Est-ce que vous savez que les officiers ont été tués à Kitona et à Kavumu? Est-ce que vous savez que tout ce qui était comme écrit de nos généraux a été emporté au Rwanda en 1998-97? Est-ce que vous le savez? Et pourquoi on avait fait tout ça? C'était pour remplacer tous ces gens-là par des gens qui n'avaient pas qualité, qui n'avaient pas fait la formation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez avoir des colonels, des généraux qui ne savent ni lire leur propre nom, ni écrire. C'était fait à dessein, c'est-à-dire laisser une armée qui n'a pas de tête. C'était fait à dessein. Et aujourd'hui, si on est en train de reconstruire, si le Congo est en train de résister jusqu'à aujourd'hui, il faut louer Dieu. C'est parce que le président, quoi qu'il y ait un peu avec retard, s'est ressaisi à temps pour faire quelque chose. Mais sinon, celui qui était là savait déjà préparer comment il devrait rentrer. Il a mis en place un parlement qui lui était favorable. Que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il avait la majorité. C'est-à-dire, à tout moment, on pouvait convoquer les chefs de l'État pour les démettre. 2, il contrôlait la Cour constitutionnelle à 100%. 3, il s'est créé une loi pour protéger les anciens présidents, pour qu'on ne puisse pas l'atteindre facilement. 4, il s'est doté de moyens colossaux pour survivre. 5, il a nommé environ 300 généraux avant de partir, alors que la loi n'exige que 77. Et il les a donné des postes de commandement. Et il savait sur quel bouton appuyer pour faire tomber les régimes Tshisekedi à tout moment. Et si le président Tshisekedi a réussi à déboulonner ces régimes-là, il faut être sage et intelligent pour y parvenir. Ce n'était pas facile. Donc c'était fait à dessein, et ça c'était le plan A. Et le plan B, c'était maintenant la rébellion. Il savait qu'il jouait avec le M23, il avait des communications. Quand le plan A a échoué, c'est comme ça que vous avez vu les M23 commencer en 2022. Et le M23 surgit à quel moment? C'est lorsqu'il y a eu divorce avec les FCC. Et donc tout ça, ça a été bien préparé.
heureusement, Dieu merci, nous sommes à la hauteur jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont menti sur toute la ligne, même les effectifs des militaires. Là, on vous dit qu'il y a 400 militaires, vous arrivez, vous en trouvez 3. Là, on vous dit qu'il y a 500 armes, vous arrivez, vous en trouvez 2. Non, vous avez félicité lorsque vous êtes venu au pouvoir. Évidemment, c'était les choses de trouver une armée bien structurée. Évidemment, ce sont des choses qu'on fait dans la remise de reprise écrites sur papier. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un mensonge. Ce qui était écrit sur papier et ce qu'on a découvert sur terrain, c'était le jour et la nuit. Lorsqu'on a trouvé sur papier, on ne pouvait qu'apprécier l'armée structurée, c'est ce qu'on a écrit sur papier. Mais arrivé sur terrain, ce n'était pas le cas. Donc, je crois que nous devons être sages. Nous sommes une république. Tshisekedi, c'est un être humain. Un jour, il passera. Vous ne pouvez pas haïr votre république, sanctionner la république parce que vous n'aimez pas Tshisekedi. Et le jour où il va partir, vous allez récompenser ou bien corriger tout ce que vous aurez fait en ces moments. Donc, je crois que nous avons le droit de réfléchir sur la Constitution. C'est de notre droit à ce jour. Et nous avons l'obligation de réunir les conditions pour y arriver. Je pense qu'au moment venu, il faut chercher ces conditions-là. Si toutes les conditions sont réunies, on va y aller sans violer la loi, dans le respect de ce qui est prévu. Faire ce qui est prévu dans la Constitution, ce n'est pas violer la Constitution. Interdire au peuple d'aller au référendum, c'est violer la Constitution. C'est-à-dire que vous voulez priver le peuple de son droit. Donc l'opposition est en train de vouloir violer la Constitution qu'il prétend défendre. Le droit de passer au référendum, c'est un droit politique reconnu au peuple. Y aura-t-il élection ou pas? Tout dépend de tout. De quoi? Si en 2020, oui, si en 2028... Ça va dépendre de quoi? Je venais de vous dire ici, si en 2028 les conditions sont réunies, il n'y a plus de guerre, et qu'on estime que la proportion est prenable, on part aux élections, il n'y a pas de problème. Avec quelle constitution? Mais s'il y a un cas de... Que ce soit celle-ci ou l'autre, c'est la Constitution. La Constitution, le pouvoir arrête le pouvoir. La Constitution arrête la Constitution. La nouvelle Constitution arrêtera l'ancienne Constitution. Cette Constitution que nous avons ici a arrêté d'autres constitutions. La Constitution de la Deuxième République avait arrêté de la première. Celle de la première avait arrêté la loi des Belges. La Constitution arrête la Constitution, le pouvoir arrête le pouvoir. Il n'y aura que la Constitution qui fera la continuité de l'autre. Je ne veux pas dire qu'il y aura un vide, non. Il y aura la Constitution. Si le peuple décide, et c'est le peuple qui décide de changer ou pas la Constitution. Si changer la Constitution est un coup d'État, ce sera un coup d'État fait par le peuple. Donc, les C64 qui décident d'aller ester en justice contre le chef de l'État parce qu'il veut changer la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut aller ester contre le peuple. Parce que c'est le peuple qui change. Ont-ils raison ou pas? Ils n'ont pas raison. Qu'est-ce que le chef de l'État a violé? Quelles dispositions? Il veut bouleverser l'ordre constitutionnel, tu sais ce qu'il dit. Est-ce que c'est reconnu qu'on peut changer une constitution? Est-ce que c'est reconnu que le peuple a le droit de passer au référendum? Si oui, donc on l'acquise faussement. Et c'est quand ils vont déposer leur plainte, c'est alors qu'ils comprendront qu'ils ont connu une erreur. Comment ça? Parce que ce n'est pas le président qui change une constitution, c'est le peuple. C'est à travers la question référendaire, non? Il faut arrêter le peuple. Le président n'est que le canal par lequel on organise les choses. Mais c'est le peuple qui décide au final. Bien collé là. Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait que vous voulez qu'il puisse encore faire? La Constitution n'est pas un instrument de gestion. La Constitution est un instrument d'organisation de l'État. Mais il y a les autres qui disent que... C'est une question... S'il vous plaît, vous parlez de l'organisation de l'État. Oui. Mais il y a les autres qui pensent que si il y a certains problèmes qui bloquent aujourd'hui en République démocratique du Congo sur l'évolution de notre pays, c'est parce que l'opposition bloque certaines choses. L'opposition bloque. Et parce que la Constitution, mes excuses. Non. La Constitution ne bloque pas, mais la Constitution, même ici dans votre chaîne, si vous n'avez pas une bonne organisation, certaines choses ne peuvent pas bien tourner. Vous voyez? Tout part de l'organisation. Vous pouvez avoir le moyen, mais si vous n'êtes pas bien organisé, vous pouvez échouer. La Constitution ne bloque pas, mais notre organisation, telle qu'elle est reconnue dans la Constitution, rend certaines choses, par exemple, lourdes à être concrétisées. Je vous ai donné le cas ici des 7 mois qu'on consomme pour mettre en place les institutions. Un pays pauvre avec autant de problèmes qui prend 7-8 mois pour mettre en place les institutions, c'est un risque. Et corriger cela, je pense que ça peut faciliter certaines choses. Un pays comme le nôtre, qui a des institutions parfois budgétivores, qui ne produisent pas le résultat, je pense que si on corrige, on n'a pas péché.
On ne dit pas qu'on change la constitution pour que le président Tshisekedi puisse avoir un autre mandat, que ce soit troisième ou premier de la quatrième. Non. Le but principal, c'est d'aider à rendre souples les décisions et à rendre fonctionnelles certaines choses qui prenaient des retards dans la prise des décisions. Mais l'opposition ne voit pas ça. Même c'est de son droit. L'opposition pense que vous voulez tracer un schéma. C'est de son droit de penser autrement. Mais parce que l'opposition pense autrement que nous, allons-y devant le peuple qu'elle nous partage. C'est ça les référendums. Parce que nous ne pensons pas de la même manière. Moi, je ne connais pas une constitution qui a été votée à 100%. Même celle que nous avons, elle a été votée à 53%. Où sont les 47? C'est-à-dire qu'il y avait 47 qui n'étaient pas d'accord. C'est aussi une division. La constitution a été votée dans la division. Y a-t-il une constitution qui a été votée à l'unanimité? Quand on dit le large consensus, ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Veut dire qu'au moins le grand nombre est d'accord. Mais maintenant, parce que l'opposition ne veut pas ce que nous nous disons, nous ne voulons pas de ce que l'opposition dit. Maintenant, comment trancher? C'est la raison d'être du référendum. Et maintenant, c'est le peuple qui va trancher. Le peuple doit parler. Doit parler pour dire que c'est l'opposition qui avait raison ou bien c'est la majorité qui avait raison. Et qui a le peuple? Le peuple n'appartient pas à une personne ou bien à un camp. Mais quand vous écoutez, il vous dit, les opposants, ils vous disent que le peuple a dit, Tshisekedi fait le 2 mandats, il laisse le pouvoir. Quand vous partez à Limete, Kabouya vous dit, nous avons interrogé, même quand vous écoutez Jiba et les autres, ils vous disent 80% des Congolais sont voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer au référendum. Parce qu'il fallait nous dire qu'il a le peuple. Parce que Tshisekedi dit que c'est lui qui a le peuple. Alors, pour nous prouver qu'il y a le peuple maintenant, allons-y au référendum, on verra qu'il y a le peuple. C'est pourquoi je vous dis que c'est le référendum qui est notre arbitre. Le référendum ne veut pas dire changer la constitution. Le référendum veut dire voir quelle est l'opinion majoritaire entre les deux. On va prouver qui de Kabouya et de Fayulu dit vrai devant le peuple. Parce qu'il n'y a pas une autre unité de mesure, de jaugeage pour connaître qui dit vrai. La seule unité de mesure, c'est le référendum. Allons-y alors pour démontrer qui dit vrai. Ce n'est pas à moi de vous dire aujourd'hui sur le plateau que c'est Kabouya qui a le peuple ou bien c'est Fayulu, je vais vous tromper. La seule manière de départager les deux opinions, c'est d'aller au référendum. On est en train de chuter, presque à la fin de l'émission, de 3 minutes qui nous restent. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a respecté ce que vous, au sein des deux PS, vous avez fait comme slogan de tous les temps, le peuple est d'abord? Oui, il a respecté. Je ne dis pas que la vie est devenue rose. Nous venons d'un trou très profond. Félix, je sais que vous êtes très critique, je suis vos émissions, comme vous êtes parfois sur d'autres chaînes comme Télé 50, même ici chez vous. Oui. Vous êtes trop critique vis-à-vis du pouvoir. Mais je sais qu'en l'intérieur de vous, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait, mais parce qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut atteindre. C'est ça le niveau de votre critique. C'est ce que je sens. Ce qui est fait n'est pas suffisant. Mais quelque chose est fait plus que... Vous pouvez réunir de Kassavubu jusqu'à Joseph Kabila. Réunir toutes leurs réalisations, ça ne peut pas atteindre ce que Tshisekedi a fait dans ces temps. Ah bon? Oui. Tshisekedi a fait plus ou moins 14 universités. Réflexionner, ici? Oui, ici au Congo. 14 universités. On vous écoute. Hein. Oui. Le peuple. Dites-moi qui de Mobutu. Le peuple vous écoute. Évidemment. Qui de depuis Kassavubu. Réhabilité ou construite? Je mets les tout ensemble. Il y en a qui sont réhabilités. La réhabilitation, c'est aussi l'argent. J'ai l'impression que quand vous faites même vos débats... Non, c'est juste de... Oui, évidemment. Je parle d'abord. La population... Accordez-moi. Nous n'avons que 3 minutes qui nous restent, comme vous venez de le dire. Oui, oui. Une université réhabilitée peut coûter plus cher qu'une université aussi construite. Ça dépend des coûts que vous avez engagés. Ah oui. Ça dépend de la superficie de tout ça. On peut réhabiliter une université qui coûte plus cher que celle qu'elle a construite. Alors, vous parlez de quoi? Parce que c'est l'argent de l'État qui est engagé. Que ce soit réhabilité ou construite, c'est les moyens de l'État. Parce que la réhabilitation, là, durant les 40 ans avant, on ne les avait pas fait. C'est aussi une œuvre. 14 universités, depuis Kassavubu jusqu'à Joseph Kabila, dites-moi, ils en ont construit combien? L'un a fait 4 ans. Kassavubu, c'est tout un mandat. Pouvez-vous me dire le nom d'université qu'il a construit? De l'hôpital qu'il a construit? De l'école qu'il a construit? Prenons Mobutu. Durant les 10 premières années, il a construit quoi? Parce que la première œuvre de Mobutu commence en 1983. Mais il a pris le pouvoir en 1965. Tu peux me donner les œuvres des musées que toi tu connais? Tu es au Congo. Musée Laurent Désiré Kabila a fait 4 ans au pouvoir. Pouvez-vous me dire le nom d'une toilette qu'il a construit quelque part? 4 ans. Joseph Kabila, avec la révolution de la modernité... Il a laissé le service national.
Oui, je ne dis pas que c'est zéro. Même le chef était fier. Je ne dis pas que c'est zéro. Oui. Quelqu'un a fait quelque chose, mais j'ai dit là, en termes de comparaison. Tshisekedi a fait plus ou moins 15 hôpitaux à travers le pays. Les centres de santé, plus ou moins 145. Le port, environ 4. Les aéroports, environ 12. Et vous voulez comparer quoi? C'est vrai que ce n'est pas suffisant par rapport à ce que nous sommes. Mais vous savez pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites à temps. On ne peut pas faire pour 120 millions d'habitants dans 7 ans ce qu'on devrait faire pour 30 millions d'habitants. Merci. Lorsque nous étions 30 millions d'habitants, les besoins étaient moindres. Aujourd'hui, nous sommes 120. C'est pourquoi ce n'est pas suffisant. Si chaque président en son temps faisait en son temps ce qu'il devrait faire, si Kasavubu pouvait construire 1000 écoles, si Mobutu pouvait construire 10 000, si Mouzé pouvait construire 3 000, si Joseph Kabila pouvait construire 1000, la gratuité ne devrait pas souffrir. Merci. C'est ce que tu trouverais déjà l'infrastructure et il met les enfants. Merci. Mais parce que les autres qui l'ont précédé n'ont rien fait. Tout ce qu'il devrait faire dans 60 ans revient sur les épaules dans 7 ans. C'est normal qu'il n'arrive pas à tout faire. Merci. Merci beaucoup, John Kolila, d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie la population. Je resterai toujours ouvert pour le débat de qualité, dans le respect. Contrairement à ce qui se passe sur certaines chaînes, les invectives, comme si celui qui insulte plus ou qui dénigre gagne les débats, ce n'est pas responsable. C'est le pas les gars ici avec carte sur table sur Congo 26 Télévision. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle, vous êtes au cadre de l'UDPS, John Kolila. Et rappelez à tous nos téléspectateurs, vous allez suivre la rediffusion de cette émission vendredi à 14 h, juste pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Kalemi, à Kisangani. Vous allez nous suivre à 15 h juste sur 596 Canal+. Merci, vous étiez nombreux à nous regarder de partout. Vous avez suivi la position de la majorité. À vous aussi d'intervenir, nous écrire si vous voulez, donner aussi votre point de vue. Ici, on ne discute pas, mais on partage et on donne au peuple congolais notre position et surtout que ce soit la bonne position. On se retrouve dans un nouveau numéro, c'est bien la semaine prochaine. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.